Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. J'ai appelé la France, Macron, Non, j'ai pas d'amis. qui se fait vraiment maltraiter par sa femme. Mon œil, ça n'est que quelque chose de totalement anodin. Il est encore en train de se remettre d'une droite dans la mâchoire. Toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas vrai, on dirait qu'il aime vraiment ça. La violence a plein de synonymes. Madame Macron, vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre, enfin complètement. Le croche-patte dans la tête, L'idée que le chef de l'État puisse être un homme battu, le coup de pompe dans les guiboles, puisse être un homme violent. tu vois, le coup de courge dans la côtelette sur un mec au sol. Nous sommes en... Bonjour et bienvenue. Radio ce jeudi 2 avril 2026. Je suis flanqué par Maud Koffler, toujours fidèle au poste. Et puis j'ai Julien Delmas qui est content d'avoir retrouvé. C'est la console qui lui permet d'envoyer les petits messages, les citations, les propos historiques que nous entendons avant l'émission des chefs d'État qui gouvernent la planète. Donc Julien surveille la qualité de cette émission. Emmanuel Galasso, il ne surveille pas lui. Il veille à vos appels au 0826 300 300. Alors Emmanuel Galasso n'est pas là aujourd'hui. C'est pas Emmanuel Galasso. Mais alors voyez derrière les écrans, parce qu'il faudrait que les auditeurs voient. Et j'ai un écran. Voilà. Bon, bien sûr, il y a Elvin qui est là, et nous avons en tout cas quelqu'un. Voilà. Ah ben c'est Zach, mais je le connais, Zach. Voilà. Mais vous voyez, on ne me prévient pas du changement. Or, vous savez que ce personnage est important, ce rôle est important pour nous. Mais on adore vous voir improviser, donc, Perico. donc, vous appelez Zach, chers auditeurs, au 0826 300 300. Il transmettra vos appels et ça vous permettra d'intervenir et de participer à cette émission. Que va nous dire cette émission? De quoi allons-nous vous parler aujourd'hui? Carburant, péage, l'automobiliste est-il la vache à lait? Est-il toujours la vache à lait des autoroutiers et du gouvernement? Il semblerait que oui, surtout avec les circonstances internationales. Nous en discutons à 12h10, à midi 10, avec l'incontournable Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, qui portera la colère et quelquefois l'exaspération de cette partie de la population qui se déplace en véhicule automobile. Vous vous souvenez, Maud, quand le président de la République, Emmanuel Macron, avait dit en 2019 « L'OTAN est en mort cérébrale ». Ça avait suscité le débat. Eh bien, je pense que le président des États-Unis, Donald Trump, est tout à fait d'accord parce qu'il propose de débrancher la machine et il envisage éventuellement une sortie des États-Unis de l'OTAN. C'est comme si au rayon charcuterie, celui qui amène le cochon disait je m'en vais. Alors l'OTAN sont les États-Unis, tout ça parce que Monsieur Trump, et on va en discuter, ça sera d'ailleurs mon humeur, Monsieur Trump est très vexé que l'Europe ne se soit pas précipitée derrière lui avec ses armements pour le soutenir dans sa juste guerre, comme le dit Bernard-Henri Lévy. On discutera de cette situation, de l'avenir de l'OTAN, avec Jean-Éric Brana, maître de conférence à Assas et spécialiste émérite de la politique américaine. Et puis, Maud, on va balayer un petit peu l'actualité. Il s'est passé des choses, un petit message charmant de Trump à Macron. Nos députés, toujours sur le même thème, qui s'alertent de la dépendance de la France vis-à-vis des États-Unis. Et un député qui a fait son retour. On n'y attendait plus, Raphaël Arnaud. Et puis une grande nouvelle, le GG Depardieu. Ah oui, je l'avais pas là. Gérard Depardieu qui revient au cinéma, mais pas en France, si ça peut en rassurer certaines. Voilà le programme. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. J'en parlais à l'instant, le président des États-Unis est très en colère, Donald Trump, parce qu'il estime que ses alliés
France dans tous ses états, le fait du jour. C'est un sujet qui vous concerne forcément. Jusqu'à 3 € le litre dans certaines stations. Le prix du carburant explose en France et il est important de le préciser. En France, le prix du litre du gasoil a même atteint un record absolu depuis 1985. Certains groupes comme Total Energy tentent de plafonner les prix, mais jusqu'à quand cette situation va-t-elle tenir ? On en parle avec le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes que vous connaissez bien sur Sud Radio, Pierre Chasseret. Bonjour. Bonjour Pierre Chasseret, merci d'être à l'antenne sur Sud Radio. Pierre Chasseret, il y a 2 dossiers. Maud vient de parler de l'explosion des carburants, je parle du prix. On sait qu'ils explosent aussi dans le Golfe. Et puis la bronca des automobilistes utilisateurs de l'autoroute avec les péages, avec des procédures judiciaires qui demandent si est-ce que les péages sont légitimes à ce prix-là, dans la mesure où les autoroutes sont censées être amorties. Voilà 2 thématiques qui concernent les automobilistes que vous présentez aujourd'hui. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On connaît vos prises de position et vous êtes très souvent invité parce que vous représentez une partie du peuple français. Les automobilistes, c'est une partie de la France. Je sais qu'il y a des gens qui souhaiteraient les voir disparaître. Plus d'automobilistes, plus de voitures. Mais ce n'est pas le cas et ce pays a encore besoin des gens qui conduisent leur voiture, soit pour aller travailler, soit pour vivre, soit pour se déplacer en famille. Et donc l'automobiliste est un citoyen et l'automobiliste. Alors ça tombe bien parce que l'automobiliste, c'est pour les masculins et féminins, ont droit à la considération, au respect de la République. Première chose, et c'est votre cheval de bataille, cette taxe sur les carburants. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a eu la maladresse de dire cette petite cagnotte va nous permettre de financer autre chose. C'est donc bien la preuve que le gouvernement, l'État, fait ses choux gras sur les taxes sur les carburants. Oui, mais je voudrais pas, Perico, qu'on fasse comme tout le monde et qu'on fasse comme tous les médias qui répètent exactement le même discours. Oui, la cagnotte, est-ce qu'il y a une cagnotte de TVA? C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, est-ce que c'est un sujet? Je sais, Perico. On va aller au-delà et ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder à quel moment, médiatiquement, on se met à parler de la colère des Français sur les prix des carburants. Médiatiquement, ça commence à 2 €. Avant 2 €, les médias s'en fichent et les Français souffrent. Les Français souffrent aujourd'hui à partir d'1,60 €, 1,70 €, on est déjà dans l'intolérable. Donc c'est pas une question de cagnotte sur le pourcentage de la TVA ou pas, c'est insuffisant. Ce qu'il faut, c'est revenir sur ces frontières qui nous humilient, c'est-à-dire toutes ces différences qui existent entre la fiscalité ailleurs et chez nous. Ce qui fait qu'en France, par rapport au salaire moyen, un Français, il lâche sa liquette dans son plein de carburant. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a inventé un truc en France, c'est l'impôt sur le droit de vivre. Pour la France des régions, la France des territoires, ça s'appelle le carburant. C'est ça. Et quand on est déjà au-dessus d'1,50 €, on est déjà dans la surfiscalité. Je voudrais quand même qu'on se rappelle tous d'une chose, c'est très important. On nous dit la dépendance au pétrole, etc., etc., comme s'il n'y avait pas de dépendance électrique et pas de dépendance à la batterie asiatique. Mais bon, je voudrais rappeler ce que ça coûte 1 litre d'essence hors taxe. Si c'était juste à la pompe, on paye tout le monde, le raffineur, le pompiste, on paye tout le monde. C'est même pas 80 centimes. C'est-à-dire quand Total ou une compagnie, que ce soit Elf ou BP, quand ils vendent un produit, ils le vendent à 80 centimes. Tout compris. Tout compris. Du puits jusqu'à mon réservoir, ça coûterait 80 centimes. Si on y appliquait, comme sur le paquet de pâtes, comme sur l'électricité, comme sur tout ce qu'on a, si on y appliquait une TVA à 20%, bon, c'est facile, 2 x 8, 16, ça fait 96 centimes. Voilà ce que devrait et ce que pourrait coûter un plein de carburant au litre s'il n'était pas surfiscalisé. Après, une fois qu'on a dit ça, on va me dire, vous êtes populiste, monsieur Chasseret. Non. C'était juste une mise au point. Oui, bien sûr, mais non. Non, je vais répondre à ceux qui vont me dire, ouais, mais quand même, l'État a besoin d'argent. Bien sûr qu'il a besoin d'argent. Donc pour ça, il existe des directives européennes. Que disent les directives européennes? Elles disent, pas de TVA à 20%, c'est trop, il faut faire moins. Les directives européennes disent les accises, enfin l'ancien nom des TICPE, l'ancienne TIPP, on sort toujours de nous pour matraquer. L'Europe dit c'est 30 centimes par litre. Nous, on fait 60, hors taxe.
Ensuite, on a les certificats d'énergie, la nouvelle taxe écolo à 18 centimes par litre. Ça, c'est à la française. L'Europe ne le dit pas. Bref, si je veux juste jouer le jeu de l'européen de base qui part anarchiste, qui veut juste se caler sur les directives européennes, rien de plus, rien de moins. Le prix du carburant serait 60 centimes moins cher. C'est énorme. 60 centimes, c'est énorme. Pour chaque litre. Pour chaque litre, effectivement. Pierre, nous avons Myriam qui nous appelle, auditrice de Sud Radio, qui nous appelle d'Aubagne. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Vous êtes confrontée à cette explosion des tarifs des carburants, vous-même ou non? Alors, je fais partie des catégories de ce qu'on appelle les gens de la route, dont on ne parle pratiquement jamais, qu'on aide jamais, c'est les auto-écoles. Eh oui, exact. Quand il y a des problèmes d'essence, on aide tous les transporteurs, on aide les ambulances, les infirmières, les taxis. Je l'entends, je le comprends et je l'accepte volontiers. Mais moi, si j'ai pas d'essence, j'apprends quoi à mes élèves à pousser la voiture? Oui, c'est vital. Pour vous, c'est vital et essentiel à la fois. Vital et essentiel à la fois. Voilà. Et il y a un deuxième point que souvent les gens ne savent pas, c'est que le nombre de places d'examen du permis attribuées à une auto-école dépend du volume d'heures de leçons qu'ils donnent dans les mois précédents. Si j'ai pas d'essence, je donne pas de leçons. 3 mois plus tard, j'ai pas de date de permis d'examen. Je fais quoi de mes élèves? Effectivement. Pierre Chasseret, c'est une situation très particulière, mais absolument insupportable. Mais Myriam, vous êtes cette France, la France du milieu, la France qui a le droit à rien, mais attention, vous dites que vous êtes la France qui n'a jamais le droit à rien. Non, vous êtes la France qui n'a jamais le droit à rien, comme toutes les classes moyennes. En fait, écoutez ceux qui aujourd'hui prennent leur voiture pour aller bosser en zone rurale ou pas, mais qui ont besoin de leur véhicule. Aujourd'hui, ils sont insultés par le discours. On leur dit, écoutez, vous n'avez pas les moyens de mettre du carburant, il vous manque 10 balles pour finir le mois. C'est pas grave, acheter une voiture électrique, c'est pas cher, c'est 50 000 €. Voilà, donc on est exactement, vous êtes cette France qui souffre, cette France qui veut bosser, cette France qui fait un job d'utilité, comme tous les autres, comme le maçon, comme le plaquiste en auto-entrepreneur, comme la diététicienne, elle a rien non plus. L'auto-entrepreneur, il a que dalle. Vous êtes comme celui qui habite en zone rurale à 20 bornes du domicile. Vous êtes comme le papa qui est à 160 km de ses enfants après un divorce. En fait, vous êtes Myriam, la France, qui regarde les trains passer, mais pour vous, le train ne s'arrête pas. Voilà. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est une décision politique. Est-ce que les gouvernements, puisqu'ils ont tous eu le même problème, est-ce qu'à un moment donné, la volonté politique dans ce pays sera de dire nous allons vendre l'essence? Pierre Chasseret, ce que vous êtes en train de nous demander, est-ce qu'on peut vendre l'essence à son juste prix? On dit pas zéro taxe, on dit comme tous les autres produits de consommation, 20%. Alors on peut la descendre à 15%, ça c'est un débat. Juste la TVA, qui est déjà la taxe que l'État mérite et dont il a besoin. Le reste, c'est quoi? C'est un racket fiscal, on peut utiliser ce mot. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas. Comme je vous l'ai dit, si on veut rester profondément européen dans les textes, dans les obligations européennes, ça sous-entend quand même, juste en se calant sur les textes des directives européennes, ça serait déjà pas mal. On abaisserait la facture carburant de 60 centimes par litre, mais en n'ayant aucun souci avec les directives européennes. Pas besoin de se déplacer à l'Europe pour Emmanuel Macron, pas besoin de bras de fer, rien. On applique juste les directives. 60 centimes par litre, ça serait très bien. Alors j'entends aussi ceux qui vont dire, mais l'État a besoin d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On a un État toxicomane des taxes. Comment il fonctionne? Quand il vous prélève 10 € de taxes, il dépense 12. Donc au final, regardez d'ailleurs, la formule suffit à démontrer l'hérésie de la taxicologie à la française. C'est qu'en fait, on est dans un pays où on paye toujours plus de taxes, et où il y a toujours plus de dettes. C'est pas en corrélation. Normalement, quand je rembourse mon crédit par anticipation, j'ai plus de crédit. Eh bien, la France, c'est l'inverse. La France, pourquoi? Parce qu'on dépense plus que ce que l'on reçoit. Donc, au final, vous avez toujours un type dans un ministère qui a une idée lumineuse. Il dit, tiens, j'ai une idée. Et si on inventait une taxe? Eh bien, c'est ce qui vient de se passer en 2026, lorsqu'on a renforcé les certificats d'énergie, cette taxe écolo qui pèse pour 18 centimes par litre dans votre plein de carburant. On est en train de financer, alors si je vous dis ce qu'on finance, c'est apocalyptique. Les pompes à chaleur de certains, les voitures électriques d'autres. Donc, Myriam, qui n'a pas de quoi faire son plein, et finance les voitures électriques de ceux qui ont les besoins. Et puis, on finance les nouveaux frigos de la grande distribution, magique.
Pierre Chasseret, il est vrai que si on nous disait, d'accord, ça fait mal, mais ça comble la dette, on n'est plus à 3600 milliards, on est tombé à 2000 milliards. Je comprendrais, ce n'est même pas le cas, ça ne comble rien, et nous sommes dans un pays où plus nous payons d'impôts, plus les impôts sont destinés à des fonctionnements qui ne marchent pas. C'est vrai qu'il y a, ça sent la colère, hein. Je pense que peut-être là, la révolution viendra peut-être des automobilistes qui en auront marre de, voilà. Bon. J'ai peur, Perico, de l'insulte qu'il y a eu hier, c'est-à-dire, Maud Bréjon qui a parlé de sobriété, mais on n'est pas sobre quand on donne des heures de leçons en auto-école, on n'a pas le choix, il faut bien rouler, on fait pas les leçons à l'arrêt, et on n'est pas sobre quand on va au boulot et qu'on prend sa voiture, on peut pas arrêter la bagnole 3 km plus tôt. Et la deuxième phrase, c'est celle de Sébastien Lecornu qui a enfin admis qu'il y avait un surplus de fiscalité et qui dit c'est pas grave, on va le donner à la transition électrique. N'oubliez pas, hein, vous tous qui achetez un véhicule électrique, n'oubliez pas, l'État n'arrive pas déjà à se passer des taxes carburant, il se passera pas d'une taxe sur l'électricité. Vous êtes les électrocutés de demain. Il va y avoir du voltage dans l'air. Merci Pierre Chasseret pour votre témoignage. Et puis bon, je vous réinviterai pour qu'on décrypte un petit peu ce qui se passe sur les enjeux des autoroutes. C'est vrai qu'on les a financés, ils sont amortis et pourtant on continue à payer cher. Mais je vous réinviterai pour une prochaine. Vous expliquerez. Merci Pierre Chasseret. Bon, de toute façon, c'est sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. L'idylle entre Donald Trump et Emmanuel Macron se poursuit. On en parle dans un petit instant dans les perles. Le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale comme le fils prodigue de Jean-Luc Mélenchon. Bref, il y a pas mal de sujets à traiter. On attend vos appels en direct sur Sud Radio 0826 300 300. Restez bien avec nous. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Une fois n'est pas coutume, Donald Trump s'est bien moqué d'Emmanuel Macron et de son épouse. Un revers peu diplomatique. J'ai appelé la France, Macron, qui se fait vraiment maltraiter par sa femme. Il est encore en train de se remettre d'une droite dans la mâchoire. C'est dur, hein ? Oui, alors, ça pourrait prêter à rire, c'est totalement indigne. D'abord, c'est un incident, enfin, c'est une image qu'on a eue de Brigitte Macron semblait porter sa main sur le visage d'Emmanuel Macron, du président de la République. Au final, ça a permis de rire quelques instants avec les humoristes. Et on s'en est là. Le président des États-Unis d'Amérique reprend cette anecdote en pleine guerre avec l'Iran, au moment où il accuse la France de ne pas être solidaire de la cause américaine, de cette juste guerre, comme dit Bernard-Henri Lévy. C'est quand même une phrase qui nous interpelle. Et là, il fait allusion à cette petite anecdote qui a fait le tour du monde, donc. Voilà, mais quelle indignité, surtout par rapport à sa fonction et puis le mépris pour la France. Il se moque de l'institution française, il se moque du président de la République. Ça veut dire que la mentalité de Monsieur Trump, qu'on a été ici peut-être amené quelquefois à comprendre ou à défendre, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait n'est pas absolument nul, aberrant ou monstrueux, mais là la façon dont il se comporte, évidemment, le sol est en train de se dérober sous ses pieds parce que l'évolution de ce conflit ne tourne pas à son avantage, et là la seule chose qu'il trouve à dire c'est les Français et les Espagnols nous lâchent, du coup je vais sortir de l'OTAN, on en discutera tout à l'heure avec Éric Brana, et là le petit acte sur le geste que Madame Macron a eu, et dire à Emmanuel Macron, en fait, ta femme te bat, t'es dominé par ta femme. C'est absurde, c'est ignoble. Et Emmanuel Macron a réagi tout à l'heure en disant les propos que j'ai pu entendre et auxquels vous faites référence ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà, donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. Eh bien, c'est une forme de réponse déjà. Le président de la République a donné la réponse adéquate. On n'est pas toujours d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron sur le coup. On est, j'allais dire, mais on est même solidaire de sa position. Le député de la France Insoumise et fondateur de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, qui a été au cœur de la polémique après la mort de Quentin Derenque, est réapparu à l'Assemblée nationale hier après une absence de 2 mois quasiment. Ouais. Et là, il a refait surface. Le fils prodigue de Jean-Luc Mélenchon est revenu. Jean-Luc Mélenchon qui a d'ailleurs tout de suite salué son courage parce qu'il en fallait du courage pour revenir sur les bancs de l'hémicycle alors que 2 de ses collaborateurs sont impliqués dans le lynchage à mort de Quentin Derenque, ce jeune militant lyonnais tué à coups de pompe dans le visage au mois de février. On n'avait plus revu Raphaël Arnaud depuis son décès, une mise en retrait que l'on ne pensait pas éternelle, mais dont on espérait au moins qu'elle lui permette de faire une sorte d'introspection, je sais pas, qu'il en profite pour présenter ses excuses à la famille de Quentin, qu'il reconnaisse avoir créé une milice qui tue. Eh ben non, vous savez ce qu'il a dit, Raphaël Arnaud, dans un long entretien accordé aux médias Blast. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'est fait passer pour un prophète et pour un martyr. Christique, Pâques avant Pâques. Belle perf, franchement. Raphaël Arnaud nous dit que la victime dans cette histoire, c'est lui, que les médias ont aveuglément repris le récit des néo-nazis, je le
site. Un récit qu'il a donc condamné à se protéger des menaces, d'où son absence de quasi 2 mois. Parce qu'il n'a honte de rien, le député a bien sûr pris la défense de son collaborateur Jacques-Élie Favreau, mis en cause dans l'enquête. Présent lors du lynchage, c'est lui qui menait la danse et qui a donné l'ordre de tuer, ce sont ses mots, les militants d'en face. Mais Raphaël Arnaud ne voit chez son collaborateur aucune envie de tuer. Il va falloir qu'ils se mettent d'accord quand même sur leur vision des choses et du militantisme, parce que vous savez, Raphaël Arnaud n'est pas tout blanc non plus. C'est quand même lui qui s'était amusé à dire qu'il mettrait une balle dans la tête d'Alice Cordier, la fondatrice du collectif féministe Némésis. Donc bon, quand on a un ami comme ça, on n'a pas vraiment besoin d'ennemis. Tout ça pour vous dire que Raphaël Arnaud est de retour à l'Assemblée nationale, que le danger c'est l'extrême droite et qu'il n'a rien à se reprocher, donc tout va bien. Sous la 3e et la 4e République, le reste des députés, l'Assemblée pouvait, ça s'appelait la Chambre de députés, pouvait remettre en cause la présence ou pas d'un député. Là aujourd'hui la 5e ne le prévoit pas, il est élu et tant qu'il n'est pas, j'allais dire, désavoué pour des raisons judiciaires, eh bien il peut garder sa fonction. On aurait pensé que la France insoumise, M. Quatennens avait été mis à l'écart un certain temps, aussi on revienne. Donc comme s'il y avait un petit purgatoire de quelques semaines, et puis on revient ni vu ni connu, la douleur reste totale pour les gens qui ont été victimes de cette tragédie à Lyon. Et puis des députés appellent à renforcer les capacités de production nationale en matière de défense pour ne plus dépendre des États-Unis. Nous étions hier en direct du salon Global Industrie à Villepinte où on a vu les capacités, les ressources industrielles françaises, y compris en armement. Et là, nous le savons, c'est une réalité qui a été dénoncée depuis pas mal de temps. La France aujourd'hui est totalement dépendante, à plus forte raison à travers l'OTAN, totalement dépendante de l'industrie américaine, de l'industrie d'armement américaine. Ce sont les fameuses catapultes du porte-avions Charles de Gaulle. Enfin, il y a des pièces essentielles au fonctionnement de l'armée française, de l'aviation française, qui sont américaines et qui dépendent du bon vouloir des États-Unis. Et même sur le plan judiciaire, si vous avez un procès avec les États-Unis, mais qu'une des pièces ou que ça a été payé en dollars, eh bien la juridiction américaine peut dire j'interdis telle transaction ou je condamne tel organisme. C'est absolument aberrant. Et là, ce sont des députés qui ont dit la souveraineté, la première des souverainetés, bien sûr, industrielle, alimentaire, économique. La première des souverainetés, c'est la souveraineté militaire. Ou en tout cas, si on a des pièces qui viennent de l'étranger, on s'assure qu'on n'est pas dépendant des caprices et de la bonne volonté de ces pays pour avoir la possibilité d'agir, de nous armer et de nous défendre en cas d'attaque. Eh bien, nous sommes tributaires aujourd'hui des États-Unis. Et au moment où le président des États-Unis d'Amérique dit la France, les Espagnols sont des lâches qui m'ont lâché et je vais les abandonner, je vais sortir de l'OTAN, c'est pas rassurant de savoir que nous sommes toujours tributaires de l'armement américain pour la défense nationale. Je pense que le gouvernement et le président de la République prendront les dispositions qui s'imposent pour faire face à cette aberration totale. Puis l'enseigne Action est en tête du classement des enseignes préférées des Français pour la 4e année consécutive. Vous y allez, vous, chez Action, Perico ? Alors, j'ai dû y aller une fois. Parce que on m'avait dit que c'était le seul endroit où je trouvais, je sais plus, je crois que c'était des pinces à linge. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, Action, c'est du low cost. Alors, le low cost a été au cœur de l'actualité avec surtout les invasions chinoises avec Chine. Action, c'est la 4e année que 45% des Français la plébiscitent comme étant le magasin où ils se rendent avec le plus, j'allais dire, d'enthousiasme. Il y a 900 magasins en France. Ça veut dire qu'il y a, depuis la création d'Action, 1,5 magasins qui ouvrent chaque semaine à l'enseigne d'Action. On avait très peur des Chinois. Action, c'est une société néerlandaise. Ce sont des Hollandais. Et de même qu'il y a d'autres plateformes comme Centracor et puis tout ce qu'on peut avoir dans la grande distribution, dans le low cost, ils sont là. Mais alors, le succès d'Action nous interpelle. Comme vous l'avez dit, 4e année où Action est en tête. On trouve de tout chez Action. Ce sont des produits bas de gamme, évidemment. Et surtout, le plus important, pour 80%, ce sont des produits importés de Chine. Et que ce qu'on soit sur Centracor ou sur d'autres, eh bien, c'est quand même du produit chinois. Donc, ça veut dire que même si vous évitez d'aller chez Chine, eh bien, vous aurez quand même des produits importés de Chine au détriment de notre industrie, au détriment de notre artisanat, au détriment de l'économie française. Ça crée du chômage, ça enrichit les Chinois, ça pollue la planète parce que ce sont des pays bas de gamme. Eh bien, il force est de constater que le consommateur français, bien qu'il soit informé parce qu'il est, bien qu'il soit interpellé, eh bien, il continue à les se fournir en majorité chez Action. C'est tout à fait dommage. Le deuxième, c'est Leroy Merlin, 41%. C'est pas mal, Leroy Merlin. Ensuite, il y a Decathlon, Picard, la Fnac, Ikea. Donc, le sport, le bricolage, l'ameublement. Les Français font appel à... C'est un problème de pouvoir d'achat. Ça, je peux pas reprocher aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller chercher moins cher. Par contre, je voudrais qu'ils sachent... Vous savez, sur un paquet de cigarettes, on met fumé-tu. Je voudrais que le consommateur, quand il achète un produit chez Action, un produit chinois, qu'il ait, j'allais dire, l'impact du dégât économique que ça provoque sur notre économie, sur nos emplois, sur notre industrie. Voilà, juste marqué. Quand vous achetez ça, c'est tant d'euros en moins pour
pour l'économie française, et c'est peut-être des emplois qui sont menacés. On voudrait avoir l'équation, ce qu'on appelle la valeur négative d'un produit, d'un bien de consommation. Après le retour de Céline Dion, sur scène. Bonne intro, hein. Le retour un peu moins attendu. Alors, figurez-vous, Gérard Depardieu. Mais il revient pas en France, il revient où? Il rentre ailleurs. On s'y attendait un peu en Algérie. En Algérie. Oui. Après la Russie, l'Algérie. C'est ça, pas d'annonce spectaculaire, pas de feu d'artifice. Gérard Depardieu revient à pas feutrer dans un film algérien. Il s'agit d'un drame historique consacré au dernier bey de Constantine. Il met en scène Mohamed Tarzaoui dans le rôle titre et Gérard Depardieu en Dey Hussein, le dernier dey d'Alger de 1818 à 1830. Le film est en salle en Algérie. Alors ça fait bizarre, mais c'est peut-être ce que souhaitait Gérard Depardieu, tricard du cinéma français depuis les accusations pour agression sexuelle, les condamnations même, parce que le film retrace le parcours d'une figure majeure de l'histoire algérienne, Ahmed Bey, qui fut donc une figure de la résistance face à l'occupation française. Alors pourquoi l'Algérie ? Eh bien en 2018, Gérard Depardieu avait annoncé vouloir s'y installer, pourquoi pas après la Russie, comme vous dites, ça fait plutôt sens. Voilà, donc Gérard Depardieu est de retour au cinéma en Algérie. On a quelques gravures de Ahmed Bey, qui était le bey d'Alger en 1830. Il n'a pas tout à fait la morphologie de Gérard Depardieu. Ahmed Bey, je rappelle ce qui s'est passé. Il soufflait ambassadeur de France du roi Charles X parce qu'il y a une controverse, et ce soufflet fait en sorte que le roi Charles X décide de débarquer à Alger, de conquérir l'Algérie. On l'a payé très cher en 1954, en 1962, oui. Pour une gifle à Ahmed Bey. On verra si le film essaie de réparer un peu l'histoire, ou si au contraire on va jeter un peu de harissa sur les plaies qui séparent nos deux nations. Apparemment il n'aura pas la Palme d'Or. Alors qu'on a tant besoin de réconciliation. J'espère que Gérard Depardieu jouera les entremetteurs. Madame Gérard Depardieu, très bonne. Ça me semble pas être le meilleur ambassadeur. Je pense qu'il nous fera un rôle féminin très bientôt. Peut-être, je ne sais pas. Il pourrait refaire Maïté avec des recettes de cuisine. Pourquoi pas, tiens. Voilà. C'est une idée. Transmettons à son agent. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio. Donald Trump va-t-il trop loin dans les mots, dans les menaces et dans la guerre ? On en parle dans un instant avec Jean-Éric Brana. N'hésitez pas à nous appeler en direct au 0826 300 300. À tout de suite. La France dans tous ses états. Perico Légas, Maud Koffler. Donald Trump va-t-il trop loin dans les mots, dans les menaces et dans la guerre ? Le président américain a annoncé vouloir bombarder l'Iran jusqu'à son anéantissement. Pékin lui demande de cesser les hostilités et réclame des pourparlers. Et demeure cette question, les États-Unis peuvent-ils vraiment quitter l'OTAN comme l'envisageait Donald Trump hier ? Vaste programme, on en parle aujourd'hui avec un spécialiste de la politique américaine, auteur des textes fondateurs de la Révolution américaine, paru aux éditions Ellipse. Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Éric Brana, merci d'être en direct à l'antenne sur Sud Radio aujourd'hui. Je citais tout à l'heure en ouverture de l'émission la phrase du président de la République en 2019, l'OTAN est en mort cérébrale, et je disais, est-ce que le président des États-Unis va tout simplement débrancher le malade, qui effectivement semble avoir quelques faiblesses, en tout cas depuis le conflit ukraino-russe. Pour autant, on en revient à la réalité d'aujourd'hui. Le président des États-Unis semble un peu empêtré dans une guerre dont il a du mal à voir l'aboutissement, avec des déclarations contradictoires. La chose s'enlise, l'Iran résiste mieux que prévu. Il nous reproche, aux Occidentaux, en particulier aux Français, aux Espagnols, de ne pas être solidaires de sa juste guerre, tel que le dit Bernard-Henri Lévy, un petit peu de lâcheur, voire de déserteur. Et évidemment, il dit, si c'est comme ça, eh bien, je vais quitter la maison. Autant, et vous vous débrouillerez seul. Si vous êtes attaqué par des méchants, vous viendrez pas pleurer. Vous pensez que c'est un scénario envisageable, où il est possible, il est capable de passer à l'acte ? Je pense que Donald Trump est capable de tout, et effectivement, aujourd'hui, il n'a plus beaucoup de possibilités que de quitter ce conflit. Pourquoi ? Parce que les élections de mi-mandat s'annoncent très compliquées pour lui, et que s'il reste dans cette guerre, ce sera plus que compliqué, ce sera un désastre. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'appel au drapeau, en tout cas de regroupement autour du chef de guerre, mais il n'y a pas encore non plus de colère forte dans la rue aux États-Unis, mais ça pourrait arriver, et c'est bien ce que Donald Trump en craint le plus, après les marchés, après l'inflation qui vont arriver et qui vont lui faire très mal, si effectivement sa cote de popularité chute, et actuellement elle commence à s'effriter fortement, eh bien ça va être la fin pour tout ce qui est le trumpisme. Est-ce qu'on peut considérer que l'issue de cette guerre pourrait être
avantageuse pour les États-Unis et Israël. N'oublions pas que c'est quand même une guerre qui a été déclenchée par Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, et Donald Trump et les États-Unis ont immédiatement emboîté le pas. Là, les stratèges vous disent, si on ne débarque pas des hommes au sol, ce régime ne tombera pas. Et l'on sait, je pense qu'ils ont dû faire leurs calculs, et c'est la raison pour laquelle le président des États-Unis tergiverse et est très prudent. On sait que, ne serait-ce que l'île de Karg, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de GIs, de soldats américains morts. Donc les cercueils qui repartent aux États-Unis. Là, surtout avant les élections de mi-mandat, c'est absolument catastrophique. Donc est-ce qu'il est coincé aux entournures là, Donald Trump? Est-ce qu'il est tenu de faire, j'allais dire, des acrobaties verbales, des effets de manche, parce qu'il n'a plus d'armes dans sa besace pour pouvoir faire face à la confrontation? Écoutez, Donald Trump fait toujours des acrobaties verbales, même quand il a des armes. Donc de ce côté-là, c'est vrai aussi. Mais si vous me permettez une réflexion vis-à-vis de cette guerre, moi j'étais assez prudent depuis qu'elle a commencé. J'ai pas ni tapé sur Donald Trump ni encouragé. Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que c'est la première fois que Donald Trump fait quelque chose qui ne bénéficie pas directement à sa popularité et au MAGA. Donc il y avait quelque chose de courageux, ou en tout cas d'inhabituel dans cette guerre, et que il faut le prendre pour ce que c'est. Il y a un danger. Tout le monde l'a compris avec cet enrichissement de l'uranium. Maintenant, je dis pas qu'il fallait faire une guerre. Je suis pas personnellement en faveur de l'entrée en guerre, mais je suis vraiment pas. Éric Brana, le terme juste guerre vous dérange un petit peu, ou il a pu être légitime à un moment donné, et puis il se le serait de moins en moins. L'expression juste guerre de Bernard-Henri Lévy. Non, mais Bernard-Henri Lévy a d'autres raisons. Lui, il se met du côté d'Israël, et il considère qu'il y a une défense d'Israël à évoquer avec cette guerre, parce que Israël est en danger. Mais c'est ce à quoi je faisais allusion aussi, sans aller jusqu'à juste guerre. Il y a un danger existentiel pour Israël, et il faut bien comprendre qu'il y a là une poudrière qui pourrit le monde depuis 45 ans ou 50 ans, 70 ans. 70 ans, bien sûr. Et c'est effectivement quelque chose de compliqué. Maintenant, Donald Trump y est allé comme le taureau, la tête la première. Alors vous allez mettre toutes les expressions que vous voulez, mais fallait-il la faire? Pour quelle raison? Comment? On a vu cette guerre débarquer du jour au lendemain, et personne n'a compris que Donald Trump rentre dans cette guerre. C'est bien ce qui nous gêne aujourd'hui. Jean-Éric Brana, qu'est-ce qui se passe si les États-Unis, voyant qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, si ce n'est au prix de vies humaines, évidemment d'une conséquence catastrophique pour sa réputation dans l'opinion publique américaine, si Donald Trump décide qu'il est satisfait, il a frappé l'Iran, on a détruit leur armement, leur armée est ruinée, les sites nucléaires sont extrêmement affaiblis, nous avons rempli notre mission, nous rentrons à la maison, on rapatrie évidemment les quelques troupes qui y sont, et puis voilà, on s'estime satisfait. Stratégiquement, c'est catastrophique. Ça veut dire que les gardiens de la Révolution estimeront qu'ils ont gagné cette guerre, et ça sera un camouflet épouvantable pour les États-Unis. Mais ils auront gagné cette guerre. Donald Trump l'a perdu de toute façon, à moins de détruire l'uranium enrichi. La guerre, elle est perdue pour les États-Unis, quoi qu'il arrive. Si l'Iran est toujours en place, si ce régime est toujours en place, et si les États-Unis sont venus, ont tout cassé, sont repartis, et qu'il ne s'est rien passé, les États-Unis auront perdu la guerre. Mais encore une fois, tout le monde en était conscient dès le départ. On est même surpris que les conseillers de la Maison-Blanche n'aient pas été aussi de bon sens que tous les gens que l'on peut croiser dans la rue. Tout le monde le disait, tout le monde s'est posé cette question, qu'on soit français, hollandais, allemand, américain, canadien, tout le monde l'a vu qu'il y avait un problème. Alors Jean-Éric Brana, est-ce qu'il y a un risque que consécutivement à cette confrontation extrêmement violente avec des armements balistiques, on a vu que l'Amérique a mis toute sa puissance, toute son énergie pour essayer de gagner ce conflit. Est-ce qu'il y a un risque que la Russie et la Chine aident les Iraniens à mettre en place leur arsenal nucléaire militaire, sachant que, comme la Corée du Nord, si tu as la bombe atomique, on peut plus t'embêter. Ça serait évidemment pour Netanyahou quelque chose d'épouvantable, mais est-ce qu'il y a ce risque que les Chinois et les Russes, justement, voyant que les États-Unis sont en train de dégommer tous leurs alliés, je pense au Venezuela, je pense à Cuba, ils donnent un coup de main au niveau nucléaire, au niveau atomique à l'Iran?
Alors, je n'y crois pas une seule seconde. Ce n'est ni l'intérêt de la Russie, ni l'intérêt de la Chine. Et pour l'instant, je pense qu'ils regardent ce conflit avec intérêt, justement parce que ils se disent que eux-mêmes, ayant quelques bisbilles avec les États-Unis ou des possibilités de bisbilles, et j'utilise ce mot pour pas en utiliser un autre. Oui, bien sûr. Ils sont très intéressés par la suite de cette guerre en voyant comment elle est menée. Et pour l'instant, elle n'est pas menée du mieux qu'il soit. Donc, on peut craindre pour d'autres points sur ce globe parce que les Russes comme les Chinois ont des velléités eux aussi à aller envahir d'autres pays ou à étendre leur action à droite ou à gauche. Est-ce que pour autant le régime des Mollahs est affaibli? On dit que les Mollahs d'ailleurs n'ont plus le pouvoir, ce sont les gardiens de la révolution, donc des militaires, on va dire des soldats, des guerriers qui ont pris le pouvoir. Est-ce que pour autant cette guerre, les frappes ont été d'une violence incroyable, tant sur le plan stratégique, économique, est-ce que pour autant ce régime chiite intégriste est affaibli? Moi, ce que je vous dirais, c'est que je pense pas qu'on est retourné à l'âge de pierre, comme l'a dit Donald Trump hier soir dans son discours, et que là-dessus, il y a une exagération de la part du président des États-Unis qui prend les gens pour des idiots. J'ai eu l'occasion, moi, d'être assez désagréable avec les MAGA en disant qu'ils avalaient absolument n'importe quoi, mais avaler ce discours d'hier soir, pardon, mais faut pas être une lumière, hein, parce que toutes les deux phrases, il y avait une absurdité qui montre que il considère que les gens qui votent pour lui sont des abrutis. À leur essayer de leur faire avaler ce qui n'est plus avalable parce que là aujourd'hui c'est vraiment trop gros. On a toujours dit que le président des États-Unis, malgré les pouvoirs exorbitants qu'il a, dû à un régime présidentiel, n'oublions pas que le Sénat, plus que l'Assemblée nationale en France, a quand même à un moment donné la possibilité d'interrompre l'action du président des États-Unis. On se dit quand même qu'il est entouré par un staff de conseillers, d'experts, d'ingénieurs qui lui donnent des conseils. Là, nous constatons qu'un président des États-Unis qui perd un peu la boule, peut-être que George Bush l'avait perdu aussi, mais ses trois acolytes étaient d'accord, déchaînés et Collins. Là, on se rend compte qu'un président de la République américain peut aller jusqu'au bout de sa folie et que l'appareil de l'État et que son staff n'a pas forcément les moyens de l'empêcher. Alors d'abord, Perico, vous avez remarqué que moi j'ai pas dit qu'il avait perdu la boule. Je vous laisse cette phrase-là. Mais pour continuer et pour sur le plan intellectuel voir ce qui peut se passer, non, le président peut être arrêté. D'abord, il y a l'article 25 qui permet d'arrêter le président si jamais il perdait la boule. On peut le destituer, lui retirer son pouvoir de façon temporaire ou définitive. Et puis deuxième objection gentille, mais quand même objection, non, le président n'est pas puissant aux États-Unis, vous l'avez dit, le Congrès peut l'arrêter à n'importe quel moment. Alors c'est vrai qu'à 4 reprises, il ne l'a pas fait puisqu'il a voté pour soutenir le président dans cette guerre, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'attarder maintenant, mais il l'a soutenu. Mais le Congrès a voté, ce qui veut dire qu'il y a quand même un pouvoir qui est contrôlé et le président ne fait pas ce qu'il veut. Ce qu'il a fait là, c'est attaquer avec l'armée, mais c'est sur un temps limité, hein, ça dure 2 mois, et après le Congrès doit voter formellement si jamais cela continue. Dossier à suivre, évidemment, Jean-Éric Brana, et nous aurons certainement l'occasion de vous ressolliciter pour que vous nous donniez vos lumières sur cette situation fort compliquée de l'engagement des États-Unis contre l'Iran. Merci beaucoup d'avoir été sur Sud Radio en direct. Et vous restez bien avec nous parce que de 13h à 13h15, vous avez la parole. Vous êtes nombreux à vouloir réagir à l'actualité, que ce soit les prix du carburant, que ce soit l'idylle, on va l'appeler comme ça, entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Et profitez-en parce qu'à l'approche de Pâques, Sud Radio et Jeff de Bruges vous offrent toute la semaine des ballotins de 500 grammes. Et pour tenter votre chance, vous devez participer aux émissions de Sud Radio tout au long de la journée en appelant au 0826 300 300. Vous appelez, vous remportez des chocolats. C'est plutôt pas mal, je trouve. Moi, je vais appeler. Bien sûr. 0826 300 300, nous avons vous appelle. Vous êtes très très nombreux à vouloir intervenir sur l'actualité. Et comme c'est la radio du Parlons Vrai, c'est la radio de ses auditeurs, vous êtes les bienvenus tout de suite sur Sud Radio en direct. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face.
Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce jeudi 2 avril. Hier, c'était le 1er avril. On n'a pas fait de blague. Non, on était très sérieux hier. C'était bien. Si j'ai fait une blague, j'ai dit à lundi pensant qu'on était jeudi. Voilà. C'était une blague, voilà. Chères auditrices et auditeurs de Sud Radio, vous manifestez très très souvent votre avis d'intervenir et pourtant, en fin de journée, il y a un espace spécial avec Philippe David, un espace spécial qui vous est consacré. Cette radio est la vôtre, elle est votre porte-voix, hein. Elle n'est pas la voix de la France, elle est la voix des auditeurs et des auditrices de Sud Radio. Et nous avons besoin que vous interveniez, nous avons besoin d'avoir votre avis. C'est vous qui composez l'âme de cette radio et c'est vous qui portez l'énergie qui est la nôtre pour commenter l'actualité, donner des informations, débattre, échanger des idées. Là, on doit dire, c'est vrai que depuis quelques semaines, quelques mois, l'actualité est tellement garnie, tellement fournie, ça va tellement dans tous les sens. Bien sûr que vous avez envie de vous exprimer, bien sûr que vous avez des choses à dire. On commence avec, la patrie mère de Sud Radio, c'est Toulouse. Hein. N'oublions pas que nous sommes nés dans les Pyrénées. Il y a un très beau livre là-dessus de Toulouse, et c'est Jean-Pierre qui nous appelle de Toulouse. Et Jean-Pierre, lui, il est, je pense, interpellé, voire agacé par le problème du prix des carburants. C'est bien ça, Jean-Pierre, qui vous taquine ? Oui. Bien que moi, je fais de l'économie. Autrement dit, je marche à pied plutôt que de prendre ma voiture. Hein? Mais enfin, bref. L'automobiliste, comme disait vos interlocuteurs, les automobilistes sur les vaches à lait. Et comme je disais à votre intervenant, là... Est-ce que vous avez votre haut-parleur en même temps, me demande la régie? Non, vous n'avez pas... Non, parce qu'on vous entend un tout petit peu flou. Rapprochez-vous de votre combiné. De votre combiné ou de votre téléphone. Voilà. Beaucoup mieux. Merci Jean-Pierre, monsieur. Continuez. Je disais, nous sommes les vaches à lait. Oui. Pour vous citer un exemple, que ce soit le prix de l'essence ou n'importe quoi, eh bien, à Toulouse, tous les trottoirs de la ville, même les petits cul-de-sac où il n'y a qu'une place de dessiner sur le sol, sont payants. Voilà. Tout est payant, que ce soit les parkings municipaux ou n'importe quoi, les trottoirs dans la ville, ça s'appelle du racolage, ça. Dire Jean-Pierre qu'il n'y a... racoler sur les trottoirs. Vous voulez dire Jean-Pierre... Et donc, quoi que vous fassiez, l'automobiliste c'est la vache à lait. Vous voulez dire Jean-Pierre qu'il n'y a pas de stationnement gratuit à Toulouse? Voilà, il n'y a aucun stationnement gratuit à Toulouse, où que vous alliez, y compris devant chez moi, et je suis à une limite de la ville, quoi. J'ai quoi faire 1 kilomètre, mais je ne suis plus à Toulouse. Et bien voilà, devant chez moi, il y a la nouvelle borne, là, où il faut taper sur matricule et le temps qu'on veut rester, voilà. Comment vous faites? Donc vous payez? Vous payez ou vous avez refusé, ou du coup vous avez renoncé à la voiture? Je marche à pied. Voilà, donc vous avez renoncé à la voiture. Comment? Vous avez renoncé à la voiture? J'ai la voiture au garage, et je ne m'en sers que si vraiment j'en ai besoin. Mais ceux qui n'ont pas de garage payent. Vous avez... Ceux qui sont au parking de la résidence, bon, ils ne payent pas, mais seulement ceux qui veulent stationner en ville, ils sont obligés de payer. Non, je veux dire, un habitant de Toulouse, un habitant de Toulouse qui a sa voiture, qui habite dans le centre de Toulouse, s'il n'a pas un parking de sa résidence ou un garage, il paye en permanence son stationnement. Oui. S'il n'a pas de garage, s'il n'a rien, il est obligé de se garer dans la rue, il paye. Est-ce qu'il y a un tarif résident? Comment? Est-ce qu'il y a un tarif résident? Je sais pas. Normalement, voilà. Je suis nouveau à Toulouse, il n'y a que 5 ans que j'y suis, donc je suis dans une résidence privée, et donc je ne connais pas le machin, et puis comme je vous dis, je marche à pied pour faire des économies. Jean-Pierre, vous devez pas être le seul. Vous devez pas être le seul à avoir troqué la voiture pour la paire de chaussures. Alors, je vais pas vous dire que ça vous fait du bien de marcher, mais c'est vrai que c'est le lot de beaucoup de gens qui n'ont plus envie de se faire racketter. Nous, à Paris, c'est vrai qu'on est assez habitués à ça parce que c'est payant, puis c'est super cher. Les prix pour les voitures. Selon les arrondissements. 6 € du quart d'heure. 6 € du quart d'heure, mais c'est où ça que j'aille pas? Dans certains arrondissements. D'accord. Voilà. Donc voilà. Merci Jean-Pierre pour votre témoignage et on comprend votre colère. Et voilà. Et puis on vous reprendra un jour si vous avez encore des choses à nous dire. Chantal de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour. Vous êtes une fidèle de la maison. Et vous, ce qui vous interpelle, ce sont ces maires Rassemblement National qui retirent le drapeau européen de leur mairie. Vous l'approuvez ou ça vous heurte? J'approuve, mais alors complètement.
D'abord, c'est pas une obligation. Aucune loi oblige les maires à mettre le drapeau européen. Tout à fait. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, bon, je souris parce que le RN, les maires qui l'ont fait, je ne sais pas s'ils vont être approuvés. Il y a le maire de Carcassonne qui a défrayé la chronique parce qu'il l'a retiré de façon assez ostentatoire. Il l'a fait savoir. Oui, mais je ne sais pas si M. Bardella il n'a rien dit pour l'instant. Parce que autant en 2017, leur campagne du RN, c'était la sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN et tout ce truc, ça fait bien longtemps qu'ils l'ont abandonné. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de maires avant les municipales qui avaient enlevé le drapeau européen par rapport au Mercosur et par rapport, ils étaient 2500 maires à avoir déjà enlevé le drapeau européen. Oui, et des pro-européens. Et pourtant des maires qui disaient nous on est pro-européens, mais ça on ne peut pas accepter. Voilà, donc à un moment donné, petit à petit, les gens vont prendre conscience que malheureusement, l'UE nous a plus enfoncé que sortir du marasme. Il ne faut pas oublier que la France est quand même contributeur. Maintenant, c'est 28 milliards, on en récupère 13. 13, voilà. Donc, il y en a 15 ça fait 15, que voilà. nous perdrons. Donc, maintenant, moi, j'estime que on est français avant tout, c'est une Corse qui vous le dit. Quitte à choisir le drapeau, je préfère le drapeau français que le drapeau européen. Alors, vous savez, Chantal, qu'en Espagne, l'État espagnol a connu avec, j'allais dire, les identitarismes basques et catalans. Vous aviez des municipalités au Pays Basque très importantes, en Catalogne aussi, qui retiraient le drapeau espagnol, qui ne mettaient que le drapeau basque ou que le drapeau espagnol. À un moment donné, ça a agacé, si je peux les appeler ainsi, les jacobins espagnols. Et le parti de droite, c'est monsieur Aznar, a fait voter une loi au Parlement espagnol obligeant, ça a été confirmé d'ailleurs par les autres gouvernements de gauche, obligeant toutes les municipalités d'Espagne, en particulier celles du Pays Basque et celles de Catalogne qui ne voulaient pas le drapeau espagnol, à afficher en mairie le drapeau espagnol, le drapeau basque et le drapeau de la commune ou de la cité, si on veut. Voilà. Alors il y en a qui contournent parce qu'ils le mettent un petit peu sur le côté, ou alors on ne met rien, mais on est obligé de mettre les trois. Mais effectivement, Chantal, vous avez raison, rien ne rend obligatoire le pavoisement du drapeau de l'Union européenne sur les mairies. En revanche, à l'exception de la journée du 9 mai d'ailleurs, j'apprends ça, ouais. Mais en revanche, le drapeau européen est obligatoire sur les façades d'écoles. Oui, alors ça, c'est encore mieux, vous voyez. Parce que franchement, on n'a jamais obligé les écoles à mettre le drapeau français, on va les obliger à mettre le drapeau européen. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Moi, je comprends que dans les mairies, enfin dans tous les bâtiments institutionnels, on mette le drapeau français parce que c'est la France. Bon, moi après mes idées en tant que Corse, je peux penser ce que je veux, mais c'est une loi. Donc, par contre, au niveau des écoles, on ferait mieux de leur apprendre la Marseillaise que Beethoven. Alors que j'adore la musique classique, attention. Mais je pense que de toute façon, plus ça va aller, plus le RN va être obligé d'en reparler, bien qu'ils aient été complètement soumis à l'UE et toutes les lois qu'ils ont votées, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Mais il faut que les gens se réveillent. Parce que l'Union européenne, c'est quand même quelque chose de grave. En tout cas, à Bastia, Chantal, vous avez un nouveau maire, qui est Gilles Simeoni. Oui, voilà. Nous avons un nouveau maire. Et le drapeau corse est au balcon de la mairie de Bastia. Oui, mais ça me dérange pas non plus. Il n'y a pas de souci. Moi, l'essentiel, c'est qu'on m'oblige pas à porter le drapeau européen. Alors le 9 mai, en effet, c'est la journée de l'Europe. Donc c'est le seul moment où on peut mettre le drapeau européen. Alors nous, le 9 mai, ça représente une autre date. C'est aussi la défaite de Ponteenovo face à l'armée française de Louis XV. Donc on mettra plutôt le drapeau corse. Voilà. En mémoire de Pascal Paoli, en mémoire de Pascal Paoli. Voilà, contre les bons. Exactement, et merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous, Chantal. Merci, vous êtes une fidèle et on est toujours ravis de vous avoir en ligne. Merci, à très bientôt. Nous avons Hervé qui appelle d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Antony qui est une très belle ville. Alors vous êtes plutôt agacé par la déclaration du président des États-Unis, si je crois comprendre. Oui, notamment, puis toutes les discussions qui est autour. Non, mais si vous voulez, le problème c'est le bruit. C'est vrai que c'est pas des propos très subtils. Bon, maintenant ça fait partie de la guerre aussi de menacer de mort
comme l'avait fait à un moment aussi le dictateur irakien. Je veux dire, vous allez subir l'enfer, etc. Bon, c'est pas des propos bien sympas. Maintenant, quand on parle de ça, on parle pas d'autre chose. Moi, ce que je remarque, c'est que les médias sont très très silencieux sur le sort des chrétiens de Syrie, par exemple, qui se font massacrer actuellement, les villages brûlés, etc. Vous voyez, c'est compliqué parce qu'on voudrait parler de ce problème-là, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont écrasées par cette actualité. C'est la hiérarchisation de l'information, en fait. Eh ben voilà, c'est le problème. C'est vrai que les Iraniens, enfin la République plutôt islamique, pas les Iraniens, la République islamique qui bombarde notamment Israël et les civils, si vous voulez, on ne met pas l'accent dessus. C'est ça qui me dérange. Donc non, mais c'est compliqué. En plus, bon, moi je suis qui sait véritablement ce qui se passe dans les états-majors, quel est l'état des forces. En fait, on sait pas grand-chose. Donc moi je me méfie beaucoup, si vous voulez, de tout ce qu'on peut dire actuellement. C'est plus du commentaire sur image et du... Oui, on cherche un peu le buzz, en fait. Enfin, je dis je parle de la presse que vous dénoncez, en tout cas. Non, mais et ce sont surtout des éditorialistes qui se saisissent de ces sujets dont vous parlez. Le problème, c'est qu'on est, entre guillemets, je dis entre guillemets, mais manipulé. Vous savez, le bourrage de crâne, les leurres, etc., ça fait partie de toutes les guerres. On sait, quand on étudie la guerre de 14-18, maintenant on sait beaucoup de choses, mais je crois qu'on peut dire la même chose sur nos époques contemporaines, et on sera bien surpris dans 50 ans ou dans 100 ans de parler de la guerre Iran, États-Unis, Israël. Vous voyez, moi, c'est pour ça que, au bout d'un moment, si vous voulez, on n'arrive plus véritablement à savoir qui est qui fait quoi. Voilà. Ouais. Nous, en tout cas, on essaie de parler de tout, de toutes les infos et sous tous les angles possibles. Non, mais moi, je vous reproche rien, mais. Non, mais j'avais noté. Je vous remercie. On partage votre avis en partie, d'ailleurs. Mais vous avez raison de le dire. Et c'est important que les journalistes l'entendent. Merci pour votre témoignage, Hervé. Et puis, on vous dit à bientôt, parce que je doute que vous n'hésiterez pas à nous rappeler si un sujet vous interpelle. Et vous restez bien avec nous, puisque nous sommes avec Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect, et Jacques Cardoz dans un petit instant. Vous n'hésitez pas encore à nous appeler au 0826 300 300. On va parler de l'audiovisuel public. Vaste sujet, à tout de suite. Midi 14h, la France dans tous ses états. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Votre magnifique filet de bœuf français, il serait parfait pour le déjeuner en famille dimanche, non? Ah oui, et vous verrez, il est extra tendre. Je sais, parce qu'hier on en avait un dans le frigo et on n'a pas pu résister pour le dîner. Ah, je vous comprends. Profitez-en, notre filet de bœuf à rôtir français est à seulement 22,49€ le kilo, du 3 au 5 avril. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Caissette de 1 kg minimum, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Écoutez Sud Radio Nantes en DAB+. Sud Radio. Sud Radio vous propose un événement exceptionnel, le Printemps de la planète. Le 15 avril, une grande journée de table ronde sur les solutions face au changement climatique, agriculture, logement, voiture, transport, énergie, numérique, investissement, formation, avec notre partenaire Réquipe. Suivez cet événement le mercredi 15 avril en direct sur sudradio.fr. Le Printemps de la planète, une journée pour comprendre et surtout agir avec Sud Radio. Total Énergie présente. Si je te jure, si t'es chez Total Énergie pour le gaz ou l'électricité, le carburant est plafonné à 1,99€. Oh, au-dessus du plafond, il y a ma chambre. Ah, pardon. Pour bénéficier de l'avantage carburant, devenez client électricité ou gaz chez Total Énergie et profitez de la garantie d'un plafond à 1,99€ par litre sur votre essence et votre diesel jusqu'à fin 2026. Offre sur demande soumise à condition pour les clients particuliers électricité et au gaz et membres du programme Club. Conditions susceptibles d'évoluer. Plus d'informations sur totalenergie.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Où aller quand on attend le bon moment pour se lancer dans son projet cuisine? Bah, direction Casto. En ce moment, chez Castorama, c'est 20% de remise sur tout l'univers cuisine dès 1 500€ d'achat grâce aux cartes de fidélité C'est Castomax ou Castopro. Moins 20% sur les meubles, plans de travail, évier, mitigeurs et même l'électroménager. C'est incroyable. Mais vite, après le 5 mai, c'est terminé. Alors pour une cuisine à votre goût, direction Casto. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Envie de jardiner? Ça tombe bien. Chez Action, petit prix et qualité font la paire. Par exemple, une lampe de jardin de 40 cm à 78 centimes. Ou encore une truelle de jardin Garden Touch à seulement 77 centimes. Découvrez dès maintenant tous nos articles de jardinage en magasin et sur l'appli Action. Action, petit prix, grand sourire. Action est l'enseigne préférée des Français pour la 4e fois. Merci et à bientôt en magasin.
À tous ceux qui, quand ils étaient petits et qu'ils avaient un petit creux, leur maman leur disait « Il y a des pommes si tu veux », alors qu'eux, ils voulaient du chocolat. Et aux mêmes qui maintenant disent à leurs enfants « Je comprends pas, moi, quand j'avais ton âge, j'adorais ça, les pommes. » Ah mais je t'assure, Kylian. Jusqu'à samedi, Intermarché propose les pommes bicolores Jazz Origine France à seulement 1,89€ le kilo. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété si fraîche, calibre 170-200 grammes, catégorie 1. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce jeudi 2 avril. Je disais hier c'était le 1er avril, on n'a pas fait de blague, on n'en fera pas non plus aujourd'hui. Et je vais surtout pas en faire parce que en studio, j'ai Arthur de Vatrigan. Vous le connaissez bien puisque tous les dimanches à 11h, pour ceux qui se lèvent de bonne heure, il anime le choc des idées. Dieu sait si les idées sont en choc aujourd'hui, s'entrechoquent. C'est même titanesque quelquefois. C'est la tectonique des plaques des idées de France et du monde. Et là, sa deuxième casquette, non, sa casquette principale, Arthur de Vatrigan, c'est d'être le directeur de l'Incorrect, culturel, conservateur et corrosif. Je rappelle le titre de cette revue. Le titre Incorrect nous va très bien puisque Sud Radio et vous, nous avons quand même comme premier adversaire le politiquement correct. Exactement. Alors quelquefois l'incorrection, on n'est pas obligé de la partager, hein, Arthur. Vous êtes tout à fait tolérant. Vos incorrections, elles vous regardent. Là, pour le coup, vous vous mettez le pied dans le plat de la polémique sur l'audiovisuel du service public, qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité avec cette commission d'enquête présidée par Monsieur Jérémy Patrier-Létus, et dont le rapporteur est le député Charles Aloncle, député UDR. Et la une de l'Incorrect, alors on reprend l'esprit de la une de 1894, où Émile Zola lançait son j'accuse contre l'état-major français, qui accusait et qui avait condamné le capitaine Dreyfus à la prison à perpétuité, alors que Zola avait la conviction que cet homme était innocent. Et on connaît la suite de cette affaire qui divisa la France, qui coupa la France en deux de façon tout à fait, j'allais dire, tragique, parce que ça a été d'une violence inouïe. Là, le j'accuse, il porte sur l'audiovisuel public, donc c'est un entretien de 14 pages, c'est ça? Exactement, 14 pages. Charles Aloncle s'explique. Vous lui posez des questions très, très directement, d'ailleurs. Vous ne le ménagez pas forcément. Qu'est-ce qui se passe? L'audiovisuel public qui est... Vous vous souvenez la phrase de Georges Pompidou, c'est la voix de la France, et Alain Perfit. Est-ce que la voix de la France est un petit peu malade en ce moment, Arthur de Vatrigan? Déjà, merci de votre invitation. Alors, c'est la voix d'une France. La voix d'une France. Et voilà, c'est plus la voix de la France, c'est la voix d'une France. C'est la voix d'une France, et c'est la voix d'une France qu'on peut cartographier généralement au lendemain d'une élection municipale. C'est la voix des grandes métropoles, c'est la voix de Paris, c'est la voix, pour faire vite, progressiste. Mais c'est une voix qui parle plus aux autres, et c'est pourquoi il y a une division très forte, il y a un ressentiment très fort d'une partie des Français, même je pense d'une majorité des Français, sur l'audiovisuel public parce qu'ils le financent, indirectement, mais ils le financent quand même. C'est 4 milliards d'euros par an, 3 milliards pour France Télévisions, et donc ils ne se sentent plus, ils ne se reconnaissent plus dans cet audiovisuel public. Et donc Charles Aloncle, à la suite de l'affaire Thomas Legrand-Cohen de septembre dernier, et parce qu'il avait déjà cela en tête, mais c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On rappelle la situation, c'est deux journalistes sont dans un bistrot. Deux journalistes dans un bistrot. Avec des responsables du Parti Socialiste. Exactement. Et à un moment donné, il y a une phrase, et nous on s'occupe de Rachida Dati. Et on s'occupe de Rachida Dati. Alors peut-être qu'ils se sont bien occupés parce qu'elle n'a pas réussi d'arriver rue de Rivoli. Bon, elle va finir à Versailles. C'est quand même pas si mal pour attendre la suite de ses procès. Mais disons qu'il y a eu ça. Et puis surtout, il y avait une sorte de complot un peu des Bouvard et Pécuchet qui imaginaient plein de choses et surtout comment faire gagner la gauche. Et donc, à la suite de cette affaire, Charles Aloncle nous dit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'avais beaucoup de choses à dire. J'imaginais qu'il fallait faire une commission d'enquête sur l'audiovisuel public, donc ça a été le déclencheur. Quel est le principal reproche que Charles Aloncle fait? Alors, moi, pour la majorité des gens, on se dit le problème, c'est le pluralisme. C'est vrai que le pluralisme pas très bien représenté au sein de l'audiovisuel public, et c'était l'une des preuves de cette affaire Thomas Legrand-Cohen. Personne n'est tombé de chaise quand ils ont découvert ça, tout le monde le savait. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, choqué, au fur et à mesure que la commission d'enquête se déroulait, c'est en fait le pluralisme. Finalement, c'est un petit sujet comparé à ce que révèle Charles Aloncle. On a affaire à un système.
C'est plus un centre, l'audiovisuel public, il devait être le centre des Français, c'est devenu un milieu. Mais un milieu au sens système, au sens mafia. Et ce qui est fou, c'est moi ce qui m'a rendu dingue en regardant ça, c'est comment des gens se servaient de l'argent de l'audiovisuel public à leurs intérêts personnels qui sont évidemment politiques, mais qui sont aussi matériels. C'est comment on remercie les copains, c'est comment on s'entretient, comment on utilise l'audiovisuel. C'est 4 milliards par an. Mais je peux vous donner un exemple. Et des salaires à 72 000 euros. C'est 72 000 euros de salaire. Vous avez 9 000 salariés au sein de l'audiovisuel public. Et là, vous savez, la majorité des programmes, des contenus qui sont créés en externe pour 1 milliard d'euros. À quoi servent les 9 000 salariés ? On sous-traite l'information avec des organismes extérieurs. La création de contenu. Ça, c'est un exemple à hauteur de 1 milliard. Et alors, ce qui est fou, c'est que lors de cette commission d'enquête, alors vous savez, c'est un cadre de marché public qui n'est pas ordinaire parce que c'est de la création. Donc, on n'est pas sur un marché public classique. Néanmoins, lorsque Charles Aloncle a interrogé le secrétaire général de France Télévisions en lui disant « Est-ce que vous pouvez me transmettre les documents ?» des réunions, des décisions qui disent pourquoi et comment on accorde 1 milliard d'euros par an à des boîtes de production. Il lui a répondu par écrit, ces documents n'existent pas. C'est quand même... là, il nous a dit, je suis tombé de ma chaise, c'est des centaines de millions d'euros de contrats, sans PV, il est tombé de sa chaise. Une semaine plus tard, il auditionne les directeurs d'unités de production de France Télévisions, fiction, divertissement, qui dealent les contrats. Et il leur dit... vous n'avez pas de PV, vous n'avez pas de truc. Et les directeurs répondent, si, on en a. Donc ça veut dire déjà que le numéro 2 de France Télévisions avait légèrement menti. Il dit, bon, je les veux bien. Et il lui envoie, et là, c'est un simple tableur Excel avec 3 colonnes, 3 chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse une trace par principe, mais il n'y a rien. C'est vous donner un exemple. 9 000 salariés, c'est des centaines de millions d'euros avec lequel on achète des contenus en extérieur. À quoi servent les 9 000 salariés ? D'autant que, ce qui est intéressant, c'est le résultat de la société, le résultat de France Télévisions. Parce que Delphine Ernotte, nommée depuis 2015, se félicite tous les ans des résultats exceptionnels. Et il était même prévu qu'on lui attribue une prime de performance. Bon, n'importe quelle boîte, une prime de performance, c'est qu'on a atteint les résultats. Or, la Cour des comptes révèle que le déficit cumulé depuis 2017, c'est 80 millions d'euros. Donc Delphine Ernotte dit oui, c'est vrai, 80 millions d'euros. Mais nous, on a fouillé un peu plus. Et en fait, c'est pas 80 millions d'euros le déficit. Parce que France Télévisions, c'est un groupe. La société mère, c'est une société anonyme. Elle détient des filiales. Dans ces filiales, vous avez des filiales qui produisent des films, des filiales qui distribuent des programmes, une autre qui fait une régie publicitaire, une autre régie immobilière. Et en effet, le résultat de 2017 à 2024 de France Télévisions, c'est moins 81 millions d'euros. Sauf que on découvre que les autres filiales gagnent de l'argent et qu'elles ont renfloué les caisses à hauteur de 176 millions. Donc le déficit, c'est 250 millions. Arthur de Vatrigan, la Cour des comptes ne met pas son nez quelquefois dans cette comptabilité. Alors, la Cour des comptes met son nez. Elle est là pour ça, c'est vraiment sa première mission. C'est sa première mission. Mais la Cour des comptes met son nez, mais elle met aussi son nez pendant le déroulé de la commission d'audiovisuel public. Et c'est là où on voit qu'il y a des conflits d'intérêts également politiques. Par exemple, vous avez eu la veille de l'audition de Delphine Ernotte qui va être réauditionnée la semaine prochaine. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu ? La veille de l'audition, un communiqué de la Cour des comptes, des tweets de la Cour des comptes et de Monsieur Moscovici, une intervention de Monsieur Moscovici dans le quotidien et un grand entretien de Delphine Ernotte dans un grand quotidien également. Tout ça pour dire que le rapporteur distribue et divulgue et diffuse des fake news. La veille de Delphine Ernotte, de son audition, vous avez la Cour des comptes, son président, qui diffuse des communiqués pour attaquer le rapporteur. Pierre Moscovici va dans l'émission Quotidien pour attaquer le rapporteur et Delphine Ernotte fait une tribune pour dénoncer le rapporteur. Donc la Cour des comptes fait son boulot, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, mais quand ils sont actifs, c'est toujours dans le bon timing. On posera tout à l'heure la question à Jacques Cardos que l'on a en duplex. Je vous repose une autre question, Arthur de Vatrigan. Vous vous souvenez quand le président Sarkozy a dit arrêtons la mascarade avec ces commissions, ces comités, la haute autorité qui nomme les. On va pas se casser la fâche. C'est au président de la République à nommer les patrons de l'audiovisuel public. Le paradoxe, c'est que le service public aujourd'hui ne semble pas toujours en phase avec le président de la République et le gouvernement actuel. Comment se fait-il que l'exécutif ait pas mis
Madame Ernotte est considérée comme quelqu'un de gauche, puisqu'elle a elle-même considéré que CNews était une chaîne d'extrême droite. Oui. Est-ce que la direction aujourd'hui du service public, de France Inter en particulier, de Radio France, résulte de la volonté du président de la République et du gouvernement, ou il y a un petit phénomène particulier qui s'est manifesté? C'est difficile à répondre parce que je n'ai pas de preuves concrètes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un entre-soi. Et ce qu'on sait, c'est que Patrick Cohen est la personne la considérée comme la plus à droite au sein de Radio France. Ça vous donne une idée. Ça donne une échelle de valeur. Ah oui, tout à fait. Ça donne un baromètre très, très explicite. À tel point que quand on a révélé cette affaire de Thomas Legrand et de Patrick Cohen, je recevais des messages de salariés de Radio France que je ne connaissais pas, placés plutôt à l'extrême gauche, qui me faisait un suivi des réactions de Patrick Cohen en direct pour que j'attaque encore un peu plus. Ils avaient trouvé le moyen, en fait il s'est dit ça va être un bon moyen pour l'évincer, et pareil d'ailleurs pour la présidente de France Inter, Adèle Van Rett, d'ailleurs qui a démissionné, qui est considérée aussi trop à droite au sein de Radio France. Donc ça vous donne un peu un aperçu de la composition idéologique et politique de Radio France, du bunker Radio France, comme je l'appelle. Vous êtes sur Sud Radio. Je reçois Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect, par ailleurs animateur du Choc des idées tous les dimanches à 11h sur Sud Radio. Et nous allons donner la parole dans quelques instants à Jacques Cardoz. Nous parlons du service public, de cette commission d'enquête, des révélations et du malaise qui est partagé par beaucoup de Français sur les véritables orientations. Et le service est-il bien vraiment public? À tout de suite sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300, bien sûr, si vous avez des questions à poser, parce que je pense que ça vous touche de près aussi, vous qui écoutez probablement de temps en temps le service public, comme beaucoup de Français. Midi, la France dans tous ses états, Perico Légas. Mais qu'est-ce qu'on est bien sur Sud Radio en ce jeudi 2 avril 2026. On est bien tous les jours, mais là en particulier parce qu'on aborde un sujet très sensible qui nous touche à nous journalistes, qui vous touche vous auditeurs de la radio, et certainement ceux qui sont auditeurs du service public, parce que beaucoup de gens écoutent toutes les radios et tous les médias à la fois. Je reçois Arthur de Vatrigan, directeur du magazine L'Incorrect, par ailleurs animateur du Choc des idées le dimanche sur Sud Radio à 11h, parce que les idées s'entrechoquent en ce moment, et très particulièrement sur ce sujet. Et j'ai devant moi, en duplex, le visage de Jacques Cardoz. Jacques Cardoz, merci d'être là. Est-ce que vous me permettez de faire un clin d'œil à Michel? Bien sûr, avec plaisir. Que j'aime d'amour, qui est pour moi un modèle, et grâce à qui j'ai connu la température à Vic-Fezensac durant toute mon adolescence. Et c'était, grand journaliste engagé. Et comme Sud Radio est une radio du Sud, et que les Cardoz, vous êtes plutôt du côté du soleil que du nord, que de la banquise, et je voulais rendre hommage à ce papa formidable que vous avez. Merci de cet hommage, et grâce à lui, par exemple, j'en parle encore avec des gens que je croise. On a découvert la ville de Bocognano en Corse, figurez-vous. Vous vous souvenez, pendant qu'il présentait la météo, les gens parlaient de Bocognano, il parlait aussi de de poètes. Il a fait connaître des poètes, notamment Ramon Gomez de la Serna, qui est un poète que personne ne connaît, mais comme il en parlait tous les soirs dans la météo à TF1, du coup, il a partagé sa passion, et on m'en parle encore. Vous voyez, vous imaginez, c'était dans les années 90, et voilà comment on marque les esprits. Et Michel Cardoz a même tenu l'antenne sur Sud Radio un certain temps. Absolument. Voilà. Et je dois dire, puisque je le vois sur les réseaux comme étant une accusation, bien sûr que c'est grâce à lui que je fais du journalisme. J'ai aucun problème pour le dire. Quand on est le fils de Michel Cardoz, c'est à un moment donné, c'est un peu comme les médecins. On a envie de faire comme papa, quoi. C'est un des premier journaliste du service public qui avait assumé son engagement politique. Il disait, moi je suis communiste, il l'assumait très bien, et ça n'a pas empêché que ce soit un journaliste qui faisait son boulot de journaliste à part entière. Et ça nous fait une très bonne entrée en matière pour une question sur la question de la neutralité. Lorsqu'il a commencé en 81 à France Inter et qu'il était journaliste à l'UMA, à l'époque c'était parfaitement affiché pour le service public de prendre 4 chroniqueurs le matin et de faire 4 chroniques d'une certaine façon plurielle. Et lui représentait la ligne du Parti communiste, il représentait la ligne de Georges Marchais, ou plus tard, ça c'est un peu compliqué, parce qu'il a fait partie des réformateurs, etc. Mais donc, et ça c'est un exemple pour le service public. Pourquoi ne pas afficher la couleur avec des chroniqueurs qui, à un moment donné, dont on sait qu'ils vont plutôt défendre telle ou telle idée?
Bien C'est sûr. une piste. Et quand on a de belles moustaches comme les siennes, c'est sûr que le message passe encore mieux. Mais vous avez aussi votre gueule, Jacques, et on vous aime aussi pour ça. Alors là, vous êtes convoqué sur Sud Radio pour vous expliquer. On se croirait dans la commission d'enquête. Bon, je ne suis pas Jérémy Patrier-Létus, voilà, et je ne suis pas non plus Charles Alonc, mais on a besoin d'avoir votre avis parce que vous imaginez bien, Jacques Cardos, que c'est un sujet qui nous interpelle. Le service public, très souvent d'ailleurs, il engendre l'actualité sur laquelle nous rebondissons. Certains éditoriaux de la matinale suscitent, et souvent chez moi, des réflexions très très pertinentes. Grâce à ça, je peux disserter sur l'actualité politique. Vous êtes venu témoigner en disant, sous serment, vous avez témoigné sous serment devant la commission, vous avez parlé vous avez dressé un tableau critique de la maison, mêlant le biais des éditoriaux, pression politique et pratique opaque de gestion des départs. Vous maintenez votre déclaration, comme je vous le dis, comme vous dirait un magistrat, vous maintenez vos déclarations. Alors, je maintiens tout et je vous remercie de me donner la parole, Perico, parce que je vais pouvoir peut-être préciser 2-3 petites choses, parce que vous savez, quand vous êtes en direct et que vous êtes face à des députés dont certains haussent les sourcils à chaque seconde, je pense on avait les 4 ou 5 de la LFI, et en particulier Monsieur Saint-Toul, qui faisait des grands airs comme ça à chaque fois que je prenais la parole, et ça m'a beaucoup agacé. Mais je voudrais dire une chose à ce sujet. Je trouve les travaux parlementaires excellents. Le travail qui a été fait par Charles Aloncle et le président, Monsieur Patrier, franchement, je trouve que sur la totalité, on a entendu Patrick Sébastien, par exemple, ce jour-là, qui était à mes côtés, dire on ne sait pas ce que ça donnera, et aujourd'hui encore, il y a plein de gens qui me disent si ça se trouve, tout ça, c'est bien, c'est des paroles, mais il n'en sortira rien. Moi, je pense qu'ils ont gagné la bataille culturelle et la bataille de la transparence. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que rien que le fait qu'il y ait une commission d'enquête, ça signifie que la question se pose. Et je crois qu'aujourd'hui, la question est de plus en plus légitime et de plus en plus de gens partagent l'idée qu'il y a peut-être un problème avec la neutralité.
Vous êtes sur Sud Radio, en ce jeudi 2 avril 2026, il est 13h49. Je reçois deux personnalités des médias de la France. Arthur de Vatrigan, directeur du magazine L'Incorrect, qui publie cette semaine un J'accuse de Charles Aloncle, rapporteur de la commission sur l'audiovisuel. Et Arthur de Vatrigan nous fait des révélations qui nous interpellent sur le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel. Et puis Jacques Cardoz, qui est comparu, lui, en commission, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a osé mettre en doute et mettre en cause la probité, le fonctionnement et la moralité du service public. Jacques Cardoz, je reviens un instant sur vous. Vos déclarations ont provoqué un certain malaise, il y a eu des réactions. Certains vous accusent même d'être un petit peu revenus sur vos formules en disant j'ai peut-être été un peu excessif, mais dans l'ensemble, vous maintenez quand même votre malaise est total, quoi. Il n'y a pas de... Oui, non, mais sur la question de la neutralité, j'ai donné des exemples et je pourrais en donner d'autres et je pourrais continuer comme ça longtemps. Donc là-dessus... moi, je reste, je trouve que, vous voyez, je vous donne encore une anecdote. Hier, j'étais avec une journaliste du Monde qui me posait des questions et puis qui me dit, mais sur Jordan Bardella, on comprend pas très bien pourquoi vous dites, pourquoi vous avez révélé cette phrase où un rédacteur en chef vous a dit, celle-là, j'ai pas le droit de la rater. Mais moi, je sais quel est le contexte. Et elle me dit, non, mais peut-être qu'il voulait juste pas la rater parce qu'il savait qu'il était proche des élections européennes. Et je dis, mais madame, vous oubliez quelque chose. Moi, j'ai vécu 27 ans à France Télévisions. À chaque fois qu'on avait une enquête sur un homme politique avec une volonté d'un magazine de la diffuser peu de temps avant une élection, le directeur de l'info intervenait en disant « Vous croyez pas qu'on pourrait peut-être la programmer après l'élection, histoire de pas trop s'en prendre plein la gueule ?» Ça, c'est une bonne gestion. C'est très révélateur. Mais oui, mais ça, c'est une bonne gestion. Et là, figurez-vous que la journaliste du Monde me dit « Ah ouais, t'as raison. » Alors là, je dois dire que t'as raison. Je dis, mais oui, c'est ça l'honnêteté. Moi, Jordan Bardella, je la rate pas l'enquête. Mais en revanche, je la diffuse 15 jours ou un mois après. Et là, je suis tranquille, personne ne peut rien me dire. À la fois, on peut sortir les éléments. Et de l'autre côté, le RN, je peux leur dire, vous savez quoi? J'ai même contribué au fait que l'enquête ne soit pas diffusée juste avant l'élection. Comme ça, j'interviens pas et ça ne devient pas toute une affaire. Il faut le faire c'est un exemple comme un autre, mais voilà un biais. Nous avons Cédric qui nous appelle d'Ottignac dans l'Hérault. Bonjour Cédric. Bonjour à toute l'équipe. Vous êtes auditeur de quel média, Cédric, à part Sud Radio? À part Sud Radio, j'écoute un peu Europe 1, je regarde CNews. Une période, j'ai testé LCI, j'ai testé BFM. Quand on voit pendant la guerre du Golfe, quand on voit pendant la guerre de l'Ukraine, en fait, ils étaient pro-ukrainiens. LCI, ça m'a débecté parce qu'en fait, c'était toujours des invités, des influenceuses et puis des gens de parti pris. On est d'accord. Ou pro-Ukraine. Et j'ai trouvé ça un petit peu délectable parce qu'il faut rentrer dans le véritable contexte, mais on n'y rentrera pas, c'est trop long. Alors, que vous inspire notre débat d'aujourd'hui avec Jacques Cardoz et Arthur de Vatrigan? Je suis très content parce que Monsieur Jacques Cardoz, en plus de ça, était à côté de Patrice Sébastien, je pense, dernièrement. Oui. Et j'ai écouté les dires de Patrice Sébastien. Et effectivement, le service public, il a raison, c'est devenu de la merde. Parce qu'en fait, on paye pour des choses sur lesquelles c'est abusé. Quand j'ai écouté Patrice Sébastien qui disait « Je payais très bien mes collaborateurs, mes musiciens et tout ça », et quand je vois que Nagui notamment fait 14 émissions dans une journée et les paye 100 balles par jour, c'est abusé. C'est abusé. Donc après, je rentre pas dans le contexte, mais j'estime que on fait des économies. On voit que Madame Ernotte, en fait, elle s'est gavée avec notre argent. Elle arrive à faire. Alors, je sais pas si on appellerait ça un délit d'initié. J'ai plus le terme exact, mais bon, elle a vendu de la publicité gratuite pour avoir des hôtels sur Cannes et sur d'autres régions. Je trouve que c'est un petit peu léger quand même comme chose. Ça, c'est répréhensible par la loi. Cédric, parce qu'Arthur Vatrigan a des éléments très précis là-dessus. Arthur Vatrigan, je vous écoute sur les chiffres. Cédric a raison. Cédric, un bon témoignage. Cédric a raison. Beaucoup se nourrissent sur la bête. Et la bête, c'est nous. Je vous donne 3 exemples. Je vous avais parlé de ces 9000 salariés, de ces centaines de millions d'euros qu'on donne à des boîtes privées pour créer du contenu. Vous avez une directrice de fiction qui s'appelle Anne Holmes. Et donc, c'est elle qui est chargée de vendre, d'acheter des contenus à des boîtes privées. Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'elle se voit offrir des vacances par des producteurs
à qui France Télévisions attribue des contrats. Et elle est décisionnaire. Quand on lui dit ça, elle dit oui, c'est vrai, mais vous inquiétez pas, je charge mes N-1 de prendre la décision. Qui peut croire sincèrement que des subordonnés vont prendre ce genre de décision en étant complètement libres? On est dans le conflit d'intérêts. Un autre exemple. Nathalie Darigrand, ancienne directrice de France 5, qui a signé des contrats de plusieurs millions d'euros pour la société Together Media, qui produit l'émission phare, vous savez, C'est politique. En 2020, elle quitte France Télévisions avec une indemnité de départ de 400 000 euros. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejoint Together Media pour prendre la direction des émissions qu'elle a elle-même attribuées. Ça, c'est un autre exemple. Je vous donne un troisième exemple. Et là, conflit politique en plus. Vous avez une personne qui s'appelle Arnaud Ngacha. Arnaud Ngacha était maire adjoint de Paris. Il touchait 60 000 euros. Et en même temps, il était salarié à temps plein pour France Télévisions à hauteur de 100 000 euros net par an. Et au titre de directeur des opérations spéciales. Autant vous dire qu'on peut mettre ce qu'on veut. Madame Ernotte est interrogée par Chalaloncle, le rapporteur, et elle déclare sincèrement que Monsieur Ngacha s'occupe du Téléthon. Quand Monsieur Ngacha et les autres sont interrogés par Chalaloncle, ils disent qu'ils n'ont jamais travaillé pour cette démission. Voilà, 3 exemples de gens qui se gavent sur notre dos avec des conflits d'intérêts énormes. Et des exemples, il y en a d'autres. Exemple probant. Nous arrivons hélas au terme de cette émission. Jacques Cardoz, Arthur de Vatrigan, je vous propose qu'on reprenne rendez-vous. On a encore beaucoup de choses à dire. Le sujet vient évidemment d'effrayer la chronique. Vous n'avez pas tout dit. C'est un sujet qui nous touche ici, personnellement, dans cette radio, comme tous les journalistes, comme tous les médias. Nous croyons dans le service public. Nous avons infiniment de respect pour le service public qui est nécessaire. On disait que c'était la voix de la France. Je me souviens de Jean-François Kahn me disant au journal de France 2, le directeur de cabinet du ministre de l'Information, Alain Perfit, appelait le chef d'édition pour dicter le sommaire du journal. C'était dans les années 70. Bon, on n'en est plus tout à fait là, mais ça a existé. Je vous dis à très vite à tous les deux. Merci d'avoir été l'un et l'autre présents sur Sud Radio pour nous témoigner. Et on continue ce débat, bien sûr, dans les prochains jours. Quant à nous, je vous dis alors là, je vous dis vraiment, je vous ai dit à lundi hier, donc c'est aujourd'hui que je vous dis à lundi. Demain, c'est André Berkoff qui anime La France dans tous ses états. Et là, je vous laisse sous la protection bienfaisante et affectueuse de Brigitte Lahaye. À tout de suite et vous restez sur Sud Radio. Merci.